Alors on peut considérer que l'année 2021 est plutôt une année faste. Quand on regarde les perspectives de croissance économique qui avaient été annoncées à la fin de l'année dernière, à la fin 2020, et quand on voit celles qui vont être réalisées un peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Japon, on s'aperçoit que effectivement ces croissances économiques sont supérieures à celles qui avaient été anticipées. Mais au moins, il ne faut pas se faire d'illusions. La croissance est forte parce que la récession de 2020 avait été forte, et la récession de 2020 avait été forte à cause des décisions de restriction à la production. On avait confiné l'économie mondiale, enfermé les populations chez elles, moyennant quoi pas de travail, pas de production, récession et ralentissement économique étaient au rendez-vous. On relibère l'économie, grâce à la vaccination, tout va mieux. Néanmoins, il y a quand même trois problèmes qui subsistent. Un premier problème, c'est que derrière toutes ces relances et toutes ces actions de confinement, il y a eu énormément d'endettement public qui s'est accumulé. Donc il va falloir traiter ce problème. Deuxième problème, les pays occidentaux et les pays comme le Japon ont une efficacité productive qui est de moins en moins au rendez-vous. Il y a une interrogation sur la productivité, l'efficacité de l'appareil productif, qui était là en 2019 et qui réapparaît maintenant et qui réapparaîtra en 2022. Et puis alors il y a un troisième enjeu pour moi qu'on voit mal, c'est qu'il y a de plus en plus de pays, et non pas simplement des États, de plus en plus de pays qui sont endettés, qui se vendent à d'autres pays. Et donc il y a un déséquilibre au niveau mondial entre ce que j'appelle les pays détenus et les pays détenteurs. Pays détenteurs, ce sont ceux qui ont accumulé des excédents à l'extérieur, type la Suisse. Pays détenus, ce sont ceux qui ont accumulé des déficits vis-à-vis de l'extérieur, type la France. Oui, je pense qu'un des grands enjeux des années qui viennent à l'horizon 2040, ça va être une réflexion sur qu'est-ce que le travail, quelle est la nature du travail, et est-ce qu'il ne va pas falloir se mettre à réaugmenter la durée du temps de travail, alors que sur la période des 2 derniers siècles, ce qui a été le plus marquant, ça a été quand même la réduction progressive du temps de travail à partir des années 1860. Or, ce qui me frappe dans ce qui se passe, c'est que d'abord le salariat est remis en cause avec les plateformes, l'ubérisation, le télétravail. Ce que la pandémie a démontré aussi, c'est que concentrer des individus en un lieu spécifique pour réaliser une production était, dans certains nombres de secteurs, devenu totalement obsolète. On peut travailler, faire des choses que l'on croit devoir faire à la Défense à Paris, on peut les faire à Rambouillet, et puis comme j'ai l'habitude de le dire, on va bientôt pouvoir les faire à Brazzaville. Et donc, est-ce que le travail va avoir la même dimension, la même localisation, le même type d'organisation que ce qu'on avait à la fin du XXe siècle? Et la deuxième chose qui me frappe, c'est que Keynes disait, à long terme, nous serons tous morts. Sauf que tout le monde ne sera pas mort. C'est-à-dire que la deuxième caractéristique qui me frappe sur le plan économique, c'est que les vieux et les jeunes ne sont plus au même endroit. Grosso modo, en 2020, c'est passé inaperçu à cause de la pandémie, mais au Japon, la population de plus de 65 ans a dépassé les 30%. Et symétriquement, au Niger, la population des plus de 65 ans est descendue en dessous des 2%. Et donc la jeunesse est concentrée essentiellement en Afrique, et la vieillesse est en train de se concentrer essentiellement en Asie et en Europe. Et donc, les années 2040 vont être obligées de gérer ce problème de non-solidarité naturelle entre les jeunes et les vieux. Quand on regarde à l'horizon 2040 l'évolution des grandes devises et des grandes monnaies sur le plan international, il y a quand même deux choses qui frappent. La première chose, c'est la disparition progressive de la livre sterling. Il y a de moins en moins d'opérations qui se font en livre sterling, et le thé, dont le marché international est encore coté en livre sterling, devrait bientôt être coté en dollars. Donc il y a un effacement de la livre sterling, et simultanément dans ces monnaies de pays qui sont des pays qui sont importants mais qui ne sont pas les masses que peuvent représenter les États-Unis ou l'Union européenne, eh bien il y a le franc suisse. Le franc suisse continue à être une monnaie de référence. Alors, quand on compare ce destin du franc suisse à l'euro, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le franc suisse continue à être aussi important, pourquoi est-ce qu'il n'est pas menacé comme la livre sterling d'une forme d'effacement relatif, et est-ce que l'euro peut grignoter la position du franc suisse? Par rapport à ça, je ferai trois remarques. La première remarque, c'est que une des faiblesses structurelles de l'euro, incontestablement, c'est que c'est pour l'instant la monnaie de 19 pays. Et dans ces 19 pays, il y en a qui ne jouent pas le jeu
naturel voulu par les traités qui est imposé pour maintenir la stabilité et la pérennité de l'euro. C'est-à-dire qu'une des règles du jeu fondamentales, c'est d'éviter surendettement public. Et les pays du Club Med, c'est-à-dire Chypre, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France, ont désormais des endettements qui vont au-delà de 100% du PIB, alors que les autres pays, comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Autriche, sont aux alentours de 60%. En Suisse, ce genre de problème n'existe pas. Le deuxième enjeu, c'est que l'euro n'a pas d'objectif de change, alors que je crois que la Suisse maintient un objectif de change. Et on le voit bien, la Banque nationale de Suisse achète énormément d'euros, d'obligations en euros, pour essayer d'éviter que le taux de change du franc suisse ne s'apprécie beaucoup trop rapidement. Et donc, la stratégie de la Suisse, c'est quand même une stratégie d'un pays et d'une économie qui est très dépendante de l'extérieur et dont le taux de change est un enjeu, alors que l'Europe a un enjeu moins net sur son taux de change. Et le dernier élément, le troisième élément, c'est que les deux économies, la Suisse et la zone euro, sont des économies en excédent extérieur. Ce sont donc des économies où, globalement, la pérennité de leur monnaie, la pérennité de ces monnaies, le succès de ces monnaies est assuré par le sérieux que représentent pour les opérateurs ces excédents extérieurs. Sachant, encore une fois, j'en reviens à mon premier point, c'est que pour la Suisse, toute la Suisse est jugée sérieuse. Pour la zone euro, les pays du Nord sont jugés sérieux, le club méditerranéen est plutôt jugé peu sérieux et peu crédible. Donc pour la Suisse, l'enjeu c'est son taux de change. Pour la zone euro, l'enjeu c'est la gouvernance du Club Med.